Bienvenue tout le monde. Alors, on a environ un peu plus d'une heure aujourd'hui pour discuter du droit de l'emploi d'une manière générale, mais en discutant aussi plus spécifiquement là, des changements récents au Code des normes du travail. Donc, il y a eu énormément de changements. On ne peut pas discuter de tous ces changements aujourd'hui, mais je vais focaliser là, sur les principaux changements au Code des normes du travail. Donc, avant de démarrer, je dois vous informer que toute l'information, tous les renseignements juridiques que je vais partager avec vous aujourd'hui sont offerts uniquement là, à titre d'information générale. Donc, il ne s'agit en aucun cas de conseils ou d'avis juridiques et on vous invite, bien entendu, à toujours consulter un avocat pour tout conseil juridique. Aujourd'hui, on va aborder un grand nombre de sujets. On va brièvement définir ce qu'est qu'un contrat de travail. On va ensuite parler du Code des normes du travail, ici en Alberta, une loi provinciale. Et on va toucher à différents aspects de ce code, notamment les horaires de travail, les heures supplémentaires, les congés, les vacances, la cessation d'emploi. Et ensuite, dans une deuxième partie de la présentation, on va parler des droits de la personne dans le cadre du droit de l'emploi. On va parler brièvement de la santé, sécurité au travail, la protection et accès aux renseignements personnels. Et on va terminer sur les questions relatives aux disputes et aux conflits. Donc, comme Denise le mentionnait, juste avant la partie relative à la cessation d'emploi, on va pouvoir répondre à vos questions. Il y a un grand nombre de participants aujourd'hui, donc je ne sais pas si ce sera possible de répondre à toutes les questions, mais on va essayer le plus possible. Et ensuite, il y aura une deuxième partie de questions-réponses à la fin de la présentation. Donc, qu'est-ce qu'on entend par un contrat de travail? Eh bien, c'est un contrat qui peut être écrit, normalement c'est écrit, mais ça peut être également une entente verbale. Et ce contrat de travail entre votre employeur et vous, ou votre employé et vous, si vous êtes l'employeur, va décrire les tâches, la rémunération, les horaires, les différentes conditions relatives aux vacances, aux congés, les autres avantages sociaux. Donc, c'est le cadre général de la relation d'emploi entre un employeur et son employé. Alors, bien entendu, l'employeur et l'employé doivent respecter ce qui est indiqué dans le contrat de travail, mais très souvent, il y a un grand nombre d'éléments qui ne sont pas inclus dans un contrat de travail. C'est normal. Et c'est pour ça qu'il existe un code des normes du travail. En anglais, selon la législation albertaine, on appelle ça le Employment Standards Code, et qui vient définir, déterminer tous les droits et les obligations des employeurs et des employés lorsque ce n'est pas prévu au contrat. C'est important de savoir qu'un contrat de travail peut, bien entendu, contenir des conditions qui sont plus généreuses que ce qui est prévu au Code. Par contre, un contrat de travail ne peut jamais établir des conditions de travail qui seraient en deçà des normes minimales du Code des normes du travail. Alors, quelle loi s'applique en matière de droit du travail? Eh bien, pour la plupart des travailleurs en Alberta, ce sont des lois provinciales. Par contre, dans certains cas, pour ceux qui travaillent, qui œuvrent dans des domaines, dans des industries qui relèvent de la compétence fédérale, comme par exemple le transport ferroviaire, transport routier interprovincial, les télécommunications, les banques, eh bien, dans ces cas-là, ce sont des lois fédérales qui s'appliquent. Donc, si vous travaillez dans une industrie qui relève de la compétence fédérale, eh bien, malheureusement, la présentation d'aujourd'hui ne va pas s'appliquer à vous.
parce qu'on va discuter essentiellement des normes et des lois applicables pour les employés qui œuvrent dans un secteur qui est régi par le gouvernement provincial. Donc, quelles sont ces lois provinciales en Alberta? Donc, il y a un certain nombre d'entre elles. On en a déjà parlé, le Code des normes du travail, donc le Employment Standards Code et ses règlements. Il y a le Alberta Human Rights Act, qui est la loi de l'Alberta sur les droits de la personne. Il y a une troisième loi qui est sur la santé et la sécurité au travail. Il y a une loi sur les accidents du travail. Il y a une loi également sur le Code des relations du travail qui s'applique plus spécifiquement dans les milieux de travail où il y a un syndicat. Et enfin, il y a la loi sur la protection des renseignements personnels. Donc, comme on peut voir, il y a un très grand nombre de lois et de leurs règlements qui régissent les relations de travail en Alberta. Donc, on retrouverait à peu près la même chose en matière fédérale, mais ce serait bien entendu des lois différentes. Donc, je voudrais maintenant entamer notre présentation en vous donnant un aperçu des principales règles qu'on retrouve dans ce Code des normes du travail et ainsi que les changements récents. Alors, comme je le mentionnais, le Code des normes du travail, elles établissent des règles minimales et donc qui s'appliquent à tous. Mais un contrat de travail peut toujours offrir plus que ces règles minimales. Donc, le contrat peut donner plus de droits, mais ne pourrait pas priver l'employé de ses protections auxquelles il a droit en vertu du Code des normes du travail. On peut retrouver le texte soit sur le Queen's Printer, donc c'est un site du gouvernement de l'Alberta, ou encore sur un autre site qui s'appelle Canly, où vous aurez accès au code ainsi que la réglementation relative à ce code. Pour toute plainte, et on pourra en parler peut-être un peu plus en détail tout à l'heure, mais il y a des mécanismes qui sont prévus et on peut s'adresser à Employment Standards, qui est une agence du gouvernement d'Alberta qui fait enquête en matière de violation du Code des normes du travail. Donc, en termes de rémunération, le Code établit des règles minimales. Premièrement, chaque employé a le droit de recevoir au moins une paye par mois et l'employeur ne peut retenir de l'argent de cette paye mensuelle, sauf si c'est exigé par la loi, donc par exemple le paiement des impôts. S'il y a une ordonnance de la Cour, donc par exemple quelqu'un qui aurait une obligation de pension alimentaire, ou si l'employé l'a autorisé par écrit. Donc par exemple quelqu'un qui autorise son employeur à mettre de côté de l'argent pour sa pension, sa retraite. Un salaire minimum en Alberta de 15 $ de l'heure. Dans certains cas, pour les étudiants, pour certains types de travail et d'étudiants, c'est 13 $ de l'heure. Les vendeurs ont un taux fixe de 598 $ par semaine et les employés domestiques de 2848 $ par mois. Donc ça, ce sont les taux qui sont applicables actuellement, à l'heure actuelle. Ce sont les taux horaires minimums. Et donc, un employeur ne pourrait pas te donner moins que ce salaire minimum-là, y compris aux employés handicapés. Une des règles ou un des changements récents en termes de droit de l'emploi et en termes de normes applicables en Alberta sont des normes relatives à la COVID-19 et un droit à un congé sans solde de 14 jours lorsqu'un employé est en quarantaine. Et si tel est le cas,
contrairement à ce qui est la pratique habituelle, l'employé n'a pas l'obligation de fournir un certificat médical à son employeur. Et un employé pourrait aussi avoir droit à un tel congé sans solde s'il doit s'occuper d'un membre de sa famille, par exemple un enfant qui est malade ou qui est en quarantaine suite à la COVID-19. Et donc, encore là, le congé sans solde serait applicable pour le temps nécessaire pour s'occuper du membre de ce membre de la famille. Plusieurs employés doivent se déplacer dans le cadre de leur travail. Et il est possible pour un employeur de payer l'employé un salaire horaire, un taux horaire différent de son taux habituel pour ses heures de déplacement. Mais à condition que l'employeur informe à l'avance son employé et que ce salaire, le taux là, du salaire, soit au moins égal au salaire minimum. Donc, ça ne peut pas être en deçà là, de 15 $ de l'heure pour les heures de déplacement uniquement. Même chose pour les périodes d'emploi de courte durée. Lorsqu'un employé doit être présent sur son lieu de travail pour moins de 3 heures, il faut lui payer au moins l'équivalent de 3 heures de travail. Par contre, on paiera ce minimum de 3 heures que si l'employé est effectivement disponible pour les 3 heures. Donc, par exemple, si un employeur demande à son employé d'être là au magasin, par exemple, pour une période de 2 heures, l'employeur devra lui payer au moins 3 heures de salaire. Alors, parmi les changements, parmi les nouvelles règles au Code, je dirais qu'un des changements les plus importants, c'est celui qui est relatif aux heures de travail. Alors, le gouvernement a introduit cet automne des dispositions qui permettent aux employeurs de créer ce qu'ils appellent des arrangements pour le calcul de la moyenne des heures de travail. Et donc, ça permet aux employeurs de modifier les horaires de travail et le calcul des heures supplémentaires. Donc, on va parler un peu plus en détail, mais ça donne aux employeurs donc cette possibilité de mettre en place des arrangements et d'obtenir le consentement des employés pour mettre ceux-ci en application, ces arrangements. Mais à défaut d'entente, le consentement des employés, l'employeur peut quand même les mettre en place à condition qu'il y ait un préavis de 2 semaines qui soit donné aux employés avant l'entrée en vigueur de ces nouveaux arrangements de calcul des heures de travail. Donc, en vertu de ces nouvelles règles, maintenant, l'employeur peut négocier avec les employés les changements d'horaire. Toutefois, les employés ont toujours droit à au moins 8 heures de repos entre chacun des quarts de travail lorsqu'il y a un changement d'horaire. Donc, en vertu aussi de ces arrangements, de ces nouvelles règles, les employeurs ne sont plus tenus de payer des heures supplémentaires quotidiennes, à moins que c'est ce qui a été convenu, ce qui a été prévu dans cet arrangement, ce nouvel arrangement avec les employés. Toutefois, même si les employeurs sont plus tenus, n'ont plus l'obligation de payer des heures supplémentaires à la journée, le seuil des heures supplémentaires hebdomadaires, donc de 44 heures, lui continue de s'appliquer. Et qu'on y inclue ou non les heures supplémentaires quotidiennes dans l'arrangement avec les employés. Un employeur peut également décider de donner du temps de congé au lieu de payer des heures supplémentaires. Donc,
Donc, ça, c'est au choix de l'employeur. Et si c'est le cas, l'employeur devra donner 1 heure de congé pour chaque heure supplémentaire qui, elle, sera mise en réserve. Et ces heures de congé mises en réserve peuvent être accordées dans les 6 mois où elles ont été accumulées. Toutefois, si un employé quitte, démissionne ou est congédié avant que toutes ces heures de congé aient été prises, eh bien, l'employeur devra les rémunérer à un taux de 1,5 %, donc comme si c'était des heures supplémentaires. S'il n'y a pas de nouvel arrangement, si l'employeur n'a pas mis en place une entente avec ses employés relative aux heures supplémentaires, eh bien, ce sont les dispositions là, qui existaient au Code qui vont continuer à s'appliquer, c'est-à-dire que l'heure supplémentaire est payée à au moins 1,5 fois le salaire horaire, donc 1,5 fois le salaire horaire de l'employé. Et les seuils qui existaient au Code vont continuer à s'appliquer, c'est-à-dire que l'employé aura droit à des heures supplémentaires après 8 heures de travail par jour ou après 44 heures au cours d'une même semaine. Donc ça, c'est en l'absence d'un arrangement. Par contre, il y a un certain nombre de professions qui font l'objet d'exceptions. Donc, je n'ai pas énuméré ici toutes les professions, mais pour vous donner une idée, de principales professions qui sont exclues, ce sont les gérants et les superviseurs, les ambulanciers, les aides-soignants, les arpenteurs géomètres, les chauffeurs de camions de taxi ou encore des ouvriers dans le secteur pétrolier. Les employés ont également droit à des pauses, comme je viens d'en prendre une en ce moment. Donc, un employé doit travailler au maximum 12 heures par jour, sauf exception, sauf s'il y a urgence. Et donc, tout employé a droit à une pause de 30 minutes après les 5 premières heures de travail. Et ensuite, pour les quarts là, de 5 à 10 heures par jour. Donc, si on est à plus de 10 heures de travail par jour, l'employeur a alors droit à 2 pauses de 30 minutes. Et si c'est que plus de 5 heures, mais moins de 10 heures, il aura droit qu'à 30 minutes de pause. Toutefois, si le quart de travail est de 5 heures ou moins, l'employé n'a pas droit à une pause. C'est toujours possible aussi pour un employeur et un salarié de se mettre d'accord et de permettre que la pause soit prise en 2 périodes de 15 minutes plutôt qu'une période de 30 minutes. C'est aussi important de savoir que les pauses ne sont pas rémunérées, sauf si l'employeur y consent, donc c'est à la discrétion de l'employeur. Toutefois, si l'employeur impose des restrictions à ce que peut faire l'employé durant sa pause, donc par exemple, si l'employé ne peut pas quitter les lieux du travail, alors là, l'employeur devra payer cette pause de 30 minutes. Mais sinon, s'il n'y a aucune contrainte, s'il n'y a aucune restriction, c'est à la discrétion de l'employeur. Alors, les jours de congé, eh bien, chaque employé a droit à au moins 1 jour de congé par semaine, mais c'est possible aussi de combiner les semaines de travail et les jours de congé. Et là, j'énumère un certain nombre de possibilités. Donc, il serait possible d'avoir 2 jours de congé consécutifs lorsqu'on aura travaillé 2 semaines de travail.
et 3 jours consécutifs après 3 semaines de travail, et ainsi de suite. Et au moins 4 jours de congé consécutifs lorsqu'on a travaillé 24 jours consécutifs. Alors, les jours fériés, donc par exemple la fête du Canada, le jour du souvenir, le jour de l'an, sont des jours fériés auxquels tous les employés ont droit. Par contre, l'employé ne sera pas rémunéré pour un jour férié s'il ne travaille pas normalement pendant cette journée. Donc, par exemple, quelqu'un qui travaille que le mercredi, jeudi, vendredi et que le jour férié tombe un mardi, eh bien, l'employé n'aura pas droit à être payé pour le jour férié puisque ce n'est pas un jour qui est normalement travaillé. Ici, il y a un tableau qui indique là, brièvement les manières de calculer les salaires pour les jours fériés selon si on est un employé qui travaille ou qui ne travaille pas ce jour-là. Et si c'est un jour de travail normal ou si ce n'est pas un jour de travail pour cet employé. Donc, si l'employé, par exemple, n'est pas au travail et que ce n'est pas un jour de travail normal, il n'est pas admissible, il n'est pas payé pour le jour férié. Et sinon, il y a des calculs qui, en fait, nous donnent un salaire IMI. Donc, il faut se rappeler que ça, c'est toujours des règles minimales. Votre employeur peut toujours vous offrir plus. Et je comprends que cette présentation sera disponible aussi sur le site de l'AGFA. Donc, vous pourrez consulter là, les diapos si vous voulez, si vous recherchez l'information plus spécifique. Pour ce qui est des vacances, eh bien, chaque employé a droit au minimum à 2 semaines après avoir terminé chaque année de travail. Donc, pourquoi on dit ça? C'est qu'on ne peut pas prendre ses vacances après on n'y a pas droit, si on veut, avant d'avoir terminé l'année entière de travail. Bien sûr, l'employeur peut vous permettre de prendre vos vacances avant que vous ayez terminé l'année, mais ils ne sont pas obligés de le faire. Et lorsqu'on a travaillé 5 ans ou plus auprès du même employeur, on a droit alors à 3 semaines. Pour ce qui est des travailleurs de la construction, ils n'ont pas droit à de telles vacances rémunérées. Par contre, leur salaire doit inclure une prime salaire, si on veut, une prime vacances, qui représente au moins 6 % de leur salaire. Donc, ils n'ont pas le droit de prendre des jours de congé comme tel. Ça ne leur est pas attribué automatiquement, mais on leur attribue à travers leur salaire. Le Code aussi prévoit un certain nombre de congés. Un des plus importants, c'est sans doute pour beaucoup de familles, les congés de maternité parentaux. Alors, on a droit à un tel congé de maternité si on était à l'emploi depuis au moins 90 jours. Et pendant notre congé de maternité, l'employeur ne peut pas mettre fin à notre emploi. Et au retour, l'employeur doit offrir le même poste ou un poste semblable, au même salaire, aux mêmes conditions. Alors, le congé est de 16 semaines pour le congé de maternité et jusqu'à 62 semaines supplémentaires pour un congé parental. Le Code prévoit aussi un certain nombre d'autres congés. Ces congés ne sont pas rémunérés, ou du moins l'employeur n'a pas l'obligation de rémunérer, de vous rémunérer s'il le souhaite. Par contre, l'employeur doit accorder des jours d'absence du travail dans différents cas.
dans différentes situations. Alors, dans le cas d'un décès, une responsabilité personnelle ou familiale, dans le cas de cérémonie de citoyenneté, ou dans le cas de maladie ou blessure de longue durée. Et là, vous voyez là, à l'écran le nombre de jours ou de semaines auxquels vous avez droit. Et donc, c'est important de savoir que, par exemple, ce congé de 16 semaines auquel on a droit pour maladie, eh bien, si on a été en quarantaine pendant 14 jours suite à la COVID, eh bien, on a toujours droit à nos 16 semaines relatifs à un congé de maladie. Donc, on ne déduit pas les 2 semaines, les 14 jours de quarantaine liés à la COVID du droit à ce 16 semaines de congé maladie par année. Donc, on pourrait, par exemple, dans une situation où quelqu'un était en quarantaine pendant 14 jours, donc 2 semaines, et un autre 16 semaines pour toute autre raison médicale. D'autres congés aussi, c'est un congé de soignant, lorsque une personne doit s'occuper d'un membre de son entourage, lorsqu'il y a une maladie grave d'un enfant ou d'un adulte, ou encore dans le cas de disparition ou décès d'un enfant, ainsi que s'il y a une situation de violence familiale. Donc, encore là, je crois tout énumérer ce qui est indiqué à l'écran, mais on a droit à un certain nombre de semaines ou de jours selon le cas. Et tout ça, encore une fois, là, vous pouvez retrouver ça au Code. Donc, le Code des normes du travail énumère là, tous ces congés avec la période là, relative à chacun. Donc, comme on avait indiqué, je vais pouvoir répondre à vos questions. On est il est 12h30, donc à peu près à la moitié de la présentation. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Denise? Je n'ai pas vu de questions dans le chat ni dans questions-réponses. Alors, je vous rappelle que vous êtes toujours bienvenus à inscrire votre question, soit en bas ou soit dans le chat. Et on va essayer de les adresser à la fin de la présentation. D'accord. Donc, je vais reprendre, Denise, s'il n'y a pas de questions. Cessation d'emploi, donc un employeur a le droit de congédier un employé ou de résilier son contrat. Et ça, sans préavis, s'il y a une raison grave. Donc, par exemple, s'il y a eu un vol, il y a eu une fraude, donc l'employeur n'a pas besoin de donner de préavis, n'a pas besoin de donner de dédommagement non plus lorsqu'il congédie l'employé pour une faute grave. Par contre, si on n'est pas dans une situation où l'employé aurait commis une faute grave, l'employeur a l'obligation de donner un préavis suffisant à son employé ou encore de payer l'équivalent de la période de préavis. Donc, l'employeur n'a pas à donner de raison pour mettre fin à un contrat de travail. Il peut le faire en tout temps, sans raison, ou il n'y a pas du moins à justifier. Mais par contre, il a l'obligation de donner un préavis ou payer en fonction. C'est aussi important de savoir que les employés de la construction, eux, ne possèdent pas un tel droit de préavis. Donc, parmi les nouvelles règles du Code, en ce qui a trait à la cessation de l'emploi, l'employeur doit maintenant payer le dernier salaire, soit 10 jours suivant la fin de la période de paie,
qui survient là, au moment de la cessation d'emploi, ou encore 31 jours suivant le dernier jour de l'emploi. Donc, c'est au choix de l'employeur. Donc, c'est encore une fois des règles qui sont applicables aux employés qui relèvent là, d'un secteur provincial. Il y a également des nouvelles règles en termes de mise à pied temporaire. Donc, il est maintenant possible pour les employeurs de licencier des employés pour une période plus longue, soit 90 jours sur une période de 120 jours. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, un employeur pourrait congédier quelqu'un, licencier plutôt, de manière temporaire pour 45 jours, les rappeler au travail pendant un mois et ensuite les mettre à pied encore d'une manière temporaire pour une autre 45 jours. Donc, il y a plusieurs règles à suivre, il y a des procédures à suivre, mais disons que, sans entrer dans le détail, le principal changement au code, c'est d'avoir augmenté cette période de mise à pied temporaire à 90 jours. Et dans le cas d'une mise à pied temporaire qui serait causée par la COVID-19, eh bien, on porte maintenant la durée maximale de cette mise à pied temporaire à 180 jours consécutifs, donc près de 6 mois. Alors, j'ai mentionné tout à l'heure qu'il fallait donner un avis de cessation d'emploi. Donc, selon le code, les avis sont de manière minimale, donc celles qui sont indiquées là, à l'écran. Donc, si un employé a travaillé moins de 2 ans, mais au moins 3 mois, il a droit à 1 semaine de préavis ou d'une rémunération là, correspondante si on résilie son contrat de travail. Donc, c'est important de savoir que si on n'a pas travaillé pour le même employeur pendant 3 mois, on n'a pas droit à ce préavis. Et si on a travaillé pour le même employeur pendant au moins 2 ans, mais moins de 4 ans, on a droit alors à 2 semaines, et ainsi de suite. Donc, vous voyez à l'écran la liste des différentes périodes requises, et le maximum est de 8 semaines si un employé a travaillé pour le même employeur pendant 10 ans ou plus. Donc ça, ce sont les préavis, les durées de préavis minimales. Par contre, les tribunaux vont tenir compte de d'autres facteurs dont je vais parler bientôt. Et de manière générale, les tribunaux vont vouloir s'assurer que la période de préavis, compte tenu des circonstances, est raisonnable. Et que si ce n'est pas le cas, l'employé pourrait avoir droit à des dommages qui correspondraient alors à une rémunération auquel l'employé aurait eu droit pendant cette période. Donc, de manière générale, les tribunaux s'attendent à ce que ces préavis soient plus longs que la période minimale qu'on retrouve au code. Donc, cette période de préavis va dépendre d'un certain nombre de facteurs. Donc, par exemple, la durée de l'emploi, l'âge de l'employé, sa formation, ses fonctions, la situation du marché du travail. Donc, par exemple, en ce moment, avec la COVID, on pourrait s'attendre à ce que les tribunaux exigent une période peut-être un peu plus longue que cela aurait été normalement. Parce que les tribunaux vont également tenir compte du temps requis pour trouver un autre emploi. Et dans le cas d'un congédiement injustifié, les tribunaux vont également
déterminer ce qui aurait été raisonnable dans les circonstances. C'est par contre vraiment important que les employés sachent qu'ils ont l'obligation de faire des efforts pour trouver un autre emploi. Parce que s'ils ne l'ont pas fait, ça pourrait avoir un impact sur les dommages auxquels ils ont droit. Donc, maintenant, je voudrais aborder les autres aspects relatifs aux droits de l'emploi. On a environ une vingtaine de minutes. Donc, on va toucher brièvement à ces différents aspects, juste pour vous donner une idée des différentes lois applicables. Donc, dans les situations où il y a un syndicat dans l'entreprise, c'est le syndicat qui représente les employés dans toutes les négociations avec l'employeur. Donc, il n'y a plus de lien direct, il n'y a plus de négociation directe entre l'employeur et son employé. C'est la convention collective qui tient lieu alors de contrat de travail. Et s'il y a un problème, s'il y a un conflit avec l'employeur ou avec l'employé, eh bien, il faut communiquer à travers le syndicat. Okay? Et généralement, il ne faut pas tarder parce que les délais pour porter plainte, ce qu'on appelle les griefs, sont généralement très courts et parfois on parle de quelques jours. On peut parler de 7 jours selon les conventions collectives. Alors, tout travailleur a le droit au Canada d'adhérer à un syndicat et un employeur ne pourrait pas discriminer un employé ou le congédier parce que soit il a adhéré à un syndicat ou il tente de créer un syndicat dans l'entreprise. Dans toutes ces situations, c'est le Labor Relations Board qui va intervenir, qui va enquêter et qui va déterminer ce qu'il y en est. Les droits de la personne sont aussi un autre aspect très important au droit de l'emploi. Donc, il est illégal, il n'est pas permis à un employeur de refuser d'embaucher quelqu'un ou de traiter un travailleur, un employé différemment pour des motifs relatifs à la race, la couleur de peau, les origines, les croyances religieuses, le genre, les handicaps, les situations conjugales ou familiales, orientation sexuelle ou l'âge d'un employé. Si c'est le cas, la Commission des droits de la personne de l'Alberta pourrait intervenir, va faire enquête et elle pourrait déterminer une compensation. Pour ce qui est des personnes qui ont besoin d'être accommodées pour accomplir leurs tâches, l'employeur a l'obligation de tenir compte de leurs besoins et de mettre en place des mesures nécessaires pour les accommoder à remplir leurs fonctions et accommoder aussi leur handicap. Donc, dans les deux cas, donc, qu'il s'agisse d'une discrimination ou un manquement à cette obligation d'accommoder un employé, une plainte pourrait être déposée dans les 12 mois plus tard qui suivent l'incident. Et suite à une enquête, la Commission des droits de la personne pourrait déterminer qu'il y a une compensation financière, formation de l'employeur qui serait nécessaire, ou même encore exiger qu'il y ait des politiques relatives à la discrimination qui devraient être mises en place. Et de manière générale, il est toujours souhaitable qu'un employeur mette en place de telles politiques parce que c'est très souvent un sujet contentieux qui a beaucoup d'implications sur les lieux de travail. Et donc, un employeur qui mettrait en place des politiques relatives à la discrimination, qui également s'assurerait que la formation offerte aux employés pour prévenir ces situations de discrimination, sans doute pourra éviter beaucoup de conflits inutiles.
L'indemnisation des accidents du travail sont également prévus par la loi, comme on en a discuté au début de la présentation. Donc, la plupart des employés sont couverts par l'indemnisation des accidents du travail. C'est une assurance pour les blessures qu'un employé subirait au travail. Et il s'agit en fait d'indemnités qui remplacent le salaire et qui couvrent également là, les frais relatifs à des traitements suivant cette maladie ou cette blessure. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'accident ou maladie liée au travail? Eh bien, c'est très, très important que l'employé suive ces 3 étapes. Donc, qu'il partage, qu'il raconte dès que possible à son employeur la situation, ce qui s'est passé, qu'il consulte un médecin qui va ensuite établir un rapport, et troisièmement, que l'employé fasse une réclamation auprès là, de la commission de ce qu'on appelle là, le WCB. Donc, c'est très important de suivre ces 3 étapes parce que sinon, le risque, c'est que l'employé ne soit pas couvert par le régime de protection là, de WCB. Alors, si cette commission refuse la réclamation, l'employé pourra toujours en appeler de la décision de WCB et il y a un certain nombre là, de ressources qui pourraient aider un employé, notamment son syndicat. S'il y a un syndicat sur le lieu de travail. Sinon, il y a des ressources comme le Workers Health Center puis le Fair Practices Office. La santé et sécurité au travail, c'est régi par un code qui donne des directives assez précises et assez nombreuses sur la sécurité au travail. Et c'est important de savoir que les employés ont l'obligation de respecter les règles de sécurité. Okay? Parce que le code considère que la sécurité au travail, c'est la responsabilité de tous, donc autant de l'employeur que de l'employé. L'employé a également le droit, mais aussi l'obligation de refuser de travailler s'il considère que la situation n'est pas sécuritaire. Il est possible aussi de déclarer toute situation non sécuritaire sur le lieu de travail. On peut le faire de manière anonyme également. Maintenant, je vais toucher brièvement sur la loi sur la protection des renseignements personnels. Donc, c'est encore une fois une loi provinciale qui permet aux employés de demander à leur employeur des copies de leurs renseignements personnels dans le cadre du travail. Donc, par exemple, le dossier de l'employé, son contrat de travail, des documents de nature disciplinaire, des évaluations, des relevés de paie, etc. L'employé a également le droit de savoir avec qui ces mêmes renseignements ont été partagés et les raisons pour lesquelles ces renseignements auraient été partagés. L'employeur a également une obligation de protéger les renseignements personnels. Et si un employé voudrait obtenir des copies de ces renseignements personnels, il peut le faire par écrit en décrivant précisément, spécifiquement les dossiers auxquels il veut avoir accès. Et il y a également une agence en Alberta, le Office of the Information and Privacy Commissioner, qui peut vous aider sur ces questions. Donc maintenant, je voudrais terminer avec les disputes et les conflits, parce que si on n'a pas réussi à s'entendre entre employeurs et employés, très souvent, un des derniers recours, c'est soit les tribunaux ou soit les commissions des normes du travail ou la commission des droits de la personne. Donc, un employé peut toujours intenter un recours pour une violation de son contrat.
Tout comme un employeur peut toujours résilier le contrat ou congédier un employé parce que l'employé a violé son contrat de travail. Donc, c'est vrai dans les deux cas. Si un employeur n'a pas respecté le code des normes du travail, l'employé peut déposer une plainte auprès de la commission qui, elle, va faire une enquête et qui, suite à son enquête, pourrait exiger de l'employeur qui respecte le code ou encore qui dédommage l'employé ou les deux à la fois. Et c'est un processus qui n'est pas différent là, de ce qu'on retrouverait devant les tribunaux, mais très souvent, ça se fait de manière écrite où l'employeur et l'employé partagent leur version des faits, si on veut, puis les documents à l'appui, auprès de la commission qui fait enquête. Si c'est une plainte qui est relative à la discrimination, l'employé peut également déposer une plainte auprès de la Human Rights Commission. C'est très important d'être au courant des délais à respecter. Donc, si c'est une plainte qui est relative à une violation du code, l'employé doit déposer sa plainte dans les 6 mois au plus tard, qui suit le dernier jour de travail. Par contre, si c'est une plainte qui est relative aux droits de la personne, il faut déposer notre plainte au plus tard 1 an suivant l'incident. Donc, pas le dernier jour de travail, si c'était le cas, mais bel et bien l'incident. Si on veut faire un recours soit devant la Cour provinciale ou la Cour du banc de la Reine, ici en Alberta, il faudra déposer notre plainte dans les 2 ans, notre recours, dans les 2 ans qui suivent l'incident. Donc voilà, ça nous donne un bref aperçu là, de toutes les principales dispositions législatives qui ont un impact direct sur le droit de l'emploi, ainsi que les changements, certains des changements plus récents au Code des normes du travail en Alberta. Comme je disais, si vous êtes un employé dans le secteur fédéral, la plupart de ces dispositions-là ne s'appliquent pas, mais les dispositions fédérales sont assez semblables. Donc, merci. Puis, Denise, je ne sais pas si on a des questions. Oui, Christian. Une des questions, c'est au sujet des travailleurs de la construction. Oui. Alors, c'est de savoir si vous pouvez clarifier les 6 %. Oui. Qu'est-ce que ça comprend? Et est-ce que cela signifie que les travailleurs de la construction n'ont pas droit aux 2 semaines de vacances? Donc, la manière que ça fonctionne pour les employés de la construction, c'est que on sait qu'il y a souvent des interruptions dans le domaine de la construction et c'est pour offrir une plus grande flexibilité. Donc, les employés touchent automatiquement une prime de 6 % en plus de leur salaire habituel, mais après peuvent prendre leurs vacances comme quand le temps s'y présente, si on veut, parce que c'est très rare qu'un employé de la construction va travailler pendant 52 semaines là, sans arrêt. Donc, c'est un peu la réalité derrière les règles soient un peu différentes. Tout comme les règles différentes pour le préavis, les employeurs peuvent terminer l'emploi d'un ouvrier de la construction sans préavis. Okay? Donc, des règles un peu plus différentes qui favorisent, si on veut, une plus grande flexibilité au niveau là, des ressources dans le domaine de la construction. D'accord, merci. Là, concernant le congé relatif à l'assistance qu'un employé peut faire à une personne malade, est-ce qu'il faut que la personne malade réside dans la même province et au Canada ou est-ce que l'employé a droit d'aider cette personne même s'ils vivent dans un autre pays, comme par exemple ses parents? Oui. Donc, il n'y a pas de critères là, spécifiques. Hein?
Donc, si on peut justifier qu'il y a un lien de sang, par exemple, et qu'on est le seul enfant, l'employeur n'a sans doute pas le choix d'accorder un tel congé. Mais si c'est une petite cousine qui vit dans un autre pays et avec qui on a assez peu de liens, eh bien, ce serait sans doute plus difficile là, de justifier ou d'obtenir un tel congé. Donc, l'employeur doit, et ça c'est comme dans beaucoup de textes législatifs, là, il n'y a pas toujours des critères très précis. C'est une question d'interprétation. Donc, c'est des gens qui sont de la famille immédiate, généralement. Okay? Donc, après, comment on définit ça? Ben, ça dépend beaucoup des circonstances de chacune des familles. Mais d'une manière générale, ce sera l'enfant, ce sera les parents, ce sera peut-être des frères et sœurs qui n'ont eux-mêmes pas de famille pour s'occuper d'eux.